Jeune diplômé aujourd'hui, entre les petits câbles et les gros câbles, je suis entre 40, je parle du fixe, hein. Oui, Je suis entre, de mémoire, 40 et 60 K. ouais. Donc ça, c'est que le fixe. Et quand tu arrives à manager, de mémoire, les petits câbles seront autour de 80, 75, 80. Et les gros câbles, ça peut monter très vite à 150, 200. Ah oui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Compta Finance. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Gaëtan sur la chaîne Enchanté. qui va nous parler de son métier de consultant en stratégie. Donc, sans plus tarder, présente-toi. C'est qui Gaëtan pour ceux qui ne le connaissent pas? Ok, donc Gaëtan Lemelleux, consultant senior chez EY Parthenon, l'entité stratégique d'EY, et depuis à peu près 3 ans. 3 ans. Ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi ton parcours académique? Comment tu fais pour arriver chez EY Partners avant? Ok, Qu'est-ce que tu fais? donc après le baccalauréat, j'ai rejoint l'Université catholique d'Afrique centrale, à Yaoundé, on s'est connu. Oui. Après 2 ans, j'ai fait un programme d'échange à Neoma Business School, plutôt le campus de Rouen, ce qui m'a permis d'avoir vraiment une première insertion en Europe, je dirais. Oui. Après, à travers par le SAI, dans le programme Grande École, j'ai rejoint l'EM Lyon, où j'ai fait un master Grande École, plutôt spécialisé finance et stratégie d'entreprise. J'ai eu des stages beaucoup plus en investment banking, donc plutôt en fait audit, M&A, equity research, mais à la fin de mon programme, je voulais plus basculer dans le conseil pour deux principales raisons. La première, c'était qu'au-delà de l'aspect intellectuel, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'accompagner les clients sur des sujets qui ont vraiment un impact pour leur développement. Ok. Et également, le conseil me donnait cette opportunité de vraiment développer la relation client dès les grades plus juniors. Donc j'ai rejoint EY Parthenon principalement à cause de cela. Mais en audit, il y a aussi cette possibilité, hein. Oui, en audit, j'ai eu une expérience en audit chez KPMG, mais on va dire que les problématiques étaient différentes Différent, ok. et j'étais vraiment dans un but de challenge réel, quoi. Ok. Donc là, mine de rien, tu as quand même pas mal d'expérience déjà dans le milieu professionnel, avec beaucoup de stages en Ouais, investment banking, en ouais, audit. Et là, tu es en conseil, ouais, tu es consultant senior en stratégie tout à fait. chez EY. Ok, bah, un très beau parcours jusque-là. Du coup, Gaëtan, comme vous l'avez compris, est très indiqué pour nous parler du conseil en stratégie. Est-ce que tu as des hobbies? Qu'est-ce que tu fais quand tu ne bosses pas? Alors Exemple. ça, c'est une bonne question. Il faut quand même savoir que le métier prend énormément de temps. Mais Ouais. en termes de hobby, je dirais je me remets au sport parce que le Covid a vraiment pas été positif Pas pour été moi. positif, ok. Donc j'ai repris le sport. Ensuite, il y a le cinéma. Je suis un vrai passionné de cinéma, surtout Christopher Nolan, qui a fait le Prestige, Inception ou dernièrement Billion, Tenet. Billion, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Ok. Tenet. Et enfin, je m'intéresse beaucoup au sport automobile, notamment la Formule 1. Ouais, Jim Lewis Hamilton. exactement. C'est un Ouais. grand fan de Formule 1. Ouais. Ok, ok, ça marche. Donc, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. C'est quoi ton rôle du coup en tant que consultant en stratégie? Consultant senior en stratégie ou alors consultant en stratégie tout court? Alors, mon rôle, je dirais que ça dépend des projets, mais principalement, c'est vraiment un autre d'accompagner le manager. C'est-à-dire, tu as vraiment une phase de production, d'exécution où il y a la production de slides, mais cette production de slides, donc sur PowerPoint, découle en fait de beaucoup d'analyses. Donc, on va travailler beaucoup sur Excel, beaucoup de faire des analyses de marché, de comprendre souvent même le business model ou les activités d'une entreprise, et après être productif sur les slides pour pouvoir reprojeter toutes nos analyses dessus. Donc, on va dire qu'il y a quand même un gros aspect analytique. Et de l'autre pan, c'est également beaucoup de relationnel. Il y a énormément de réunions qui sont réalisées. Et je pense que ça prendrait, je dirais, 50-50% du temps. Ok. Mais ça, c'est ton rôle en tant que. Enfin, ça, c'est au sein d'une équipe. Ouais, Mais vu que vous travaillez, vous êtes prestataire pour un client, oui, qu'est-ce que vous apportez en tant que. Enfin, du coup, EY de façon générale, EY maintenant, oui, qu'est-ce qu'il apporte au travers de toi, enfin, au travers de toi plutôt, d'accord. à ces clients-là? Ok, alors pour ça, je Sur vais. la stratégie, du coup, Oui, je t'ai bien compris. évidemment. Non, je dirais que c'est vraiment en fonction du type de projet. Si on prend par exemple des projets de due diligence, où on est vraiment sur des problématiques de transaction entre entreprises, il serait question vraiment, sur 3 semaines, d'être capable de faire des analyses sur le marché, comprendre en fait le positionnement de l'entreprise, son marché,
l'argument compétitif et également quelles pourraient être je dirais les synergies à créer, que ce soit une entreprise, en fait, aussi une entreprise intéressée par une cible. Donc, on prend les synergies entre les deux. Et moi, mon rôle, c'est vraiment beaucoup d'analyse, faire des réunions avec des experts pour comprendre le marché et être capable vraiment de ressortir la plus-value que en fait le client n'aurait pas en lisant des rapports. On est vraiment sur la plus-value que notre rapport pourrait lui apporter pour vraiment se positionner ou non sur la transaction. Donc ça, c'est un point. Sur tout ce qui est maintenant plutôt projet corporate, je vais par exemple prendre des PMI qui sont du Post-Merge Integration. Là, on est plutôt à la fin de la En transaction. français facile, c'est quoi post-merge, PMI, post-merge C'est ça que j'étais en train Ah, d'expliquer. En fait, dans une transaction, après avoir signé l'opération, Ouais. il faut que les deux entités en fait fusionnent et en fait une nouvelle entité. Et donc la PMI, c'est vraiment d'accompagner le client sur ce phénomène, que ce soit en fait d'un point de vue organisationnel, analyser les deux modèles organisationnels, créer la nouvelle direction et souvent même avec les RH, on va de détails pour savoir qui va être directeur, quelle sera la taille des équipes, les activités. En fait, on l'assiste vraiment sur la constitution de ces équipes. Ouais. Tu as également tout ce qui est beaucoup plus business en lui-même. Donc, par exemple, si je prends une entreprise d'assurance, ce serait vraiment de définir quelles seront les nouvelles marques sur lesquelles ils vont commercialiser, comment est-ce que vont être les canaux de distribution, donc comment est-ce qu'on va, les forces de vente, et également le modèle beaucoup plus opérationnel sur comment est-ce qu'on interagit pour créer de la valeur. D'accord. On est vraiment plutôt dans une phase d'accompagnement à ce niveau. Ok, donc effectivement, le rôle ou alors l'apport de EY Partners de façon générale dépend en fait Du type de projet. Tout à fait. Ok, tout à l'heure tu as parlé de transaction. C'est quoi une transaction de façon basique? Quand tu parles de transaction, Alors, est-ce que c'est je vais acheter du pain, c'est quoi? Non, on est quand même sur des transactions un peu plus conséquentes. Une transaction, c'est vraiment, on a une entité, je vais par exemple prendre un deal que j'ai eu à faire. Euh, on a accompagné Massif sur l'acquisition des activités de AXA France, AXA en France. Dans la transaction. Massif, c'est quoi? Massif, c'est un assureur. Tout le monde. Je pense que tous ceux qui sont en France connaissent Massif, connaissent AXA. Ok. Et en fait, c'est deux boîtes d'assurance. Et vraiment, la transaction, c'est quoi? Ce serait de transférer toutes les activités d'AXA en France vers Massif. Et c'était une transaction qui était autour de 3 milliards de mémoire. Ok, bon, c'est quand D'euros. même. C'est pas tu vas acheter une baguette Non, c'est pas chez ça. ton boulanger, du coup. Ça aurait été bien, ça aurait été bien, mais je pense que le boulanger ne pourrait pas payer vos honoraires. Ouais, tout à fait. D'accord. Et peut-être il n'en aura pas, enfin, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de votre. Oh, ça dépend. S'il veut une baguette en or. Ah, ok. Effectivement. Donc là, vous intervenez vraiment sur la stratégie. Ouais. Plusieurs personnes, enfin, j'ai entendu dire que les consultants en stratégie, là, souvent, ils brassent un peu du vent, ils vendent beaucoup, que des PowerPoint, que des trucs qui recyclent. Ok. Quel est ton avis sur la question? Toi qui, du coup, ça fait 3 ans. Ah, ça, c'est une question compliquée, ça. Je dirais que le conseil en stratégie, c'est pas. Il n'y a pas forcément quelque chose de magique, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'il y a une méthode, et en fait, cette méthode permet de répondre à des problématiques. Donc, en fait, je dirais que oui, il y a certains qui vont considérer qu'on est des vendeurs de tapis en costume. Il n'y a pas forcément de faux dans ça, mais je veux dire également qu'il y a toute une analyse, des réflexions derrière. Il faut être force de conviction, surtout que, comme je dis, le client quand même paye pour la prestation et souvent c'est quand même des honoraires assez élevés. Ouais. Donc, il y a quand même derrière une vraie analyse, mais oui, je pense qu'on mystifie. En fait, le marché veut qu'on mystifie beaucoup le métier. D'accord, ok. Enfin, parce que les concurrents de EY, c'est vraiment de grosses boîtes. Enfin, après, Ouais. peut-être je me trompe, mais moi je connais des noms comme Lazare et tous ces autres-là. Est-ce que c'est le même secteur d'activité? Alors, je dirais que si on regarde la transaction, tout ce qui est vraiment M&A, Ouais. ce serait vraiment les concurrents, ce serait Lazare, Rothschild, Goldman, JP Morgan. Exactement, ouais. Mais sur le conseil en stratégie, tu auras, si tu prends en France, tu as vraiment le top du top, c'est le trio magique, McKinsey, BCG, Bain Company. Ah, C'est- McKinsey, ouais. ceux qui ont conseillé Oui, le gouvernement scandale et français. tout. Oui, c'est eux, tout à fait. Donc, il y a Ça vous a donné des parts de marché là? Ou ça vous a permis de. Honnêtement, pour l'instant, on sent pas l'impact parce qu'il faut quand même le rappeler, McKinsey, c'est la meilleure boîte de conseil en stratégie au monde. Ouais. Et même malgré ce scandale, je pense en toute honnêteté que ça va être temporaire et qu'ils vont revenir. Ils vont Donc, revenir.
Donc, tu as vraiment ce trio. Après, tu auras d'autres entités comme EY Parthenon, Kearney, je saurais quoi d'autre, Stratégienne, l'entité de PwC PwC, ouais. notamment. Et ouais, il y a pas mal d'entités en tout cas Ok. de cabinets de conseil en France. Ok, ça marche. Mais j'ai l'impression que les cabinets, enfin les Big Four, les cabinets d'audit de base qui commencent à faire du conseil, c'est récemment qu'ils ont développé cette partie stratégique ou Ouais, c'est assez récent, on va dire autour des années les années 2010. 2010, Ouais. ouais. Donc ils sont. Ok. Ok, ok, ça marche. Donc si on revient maintenant sur l'organisation de EY Partners, toi Oui. aujourd'hui tu es consultant senior, donc Oui. j'imagine à une époque tu étais junior quand tu es entré. C'est quoi les grades? Comment on fait pour évoluer, pour arriver à consultant senior? Alors, ok. Alors, je suis déjà en termes de grade, pour te répondre, donc tu auras consultant junior, c'est souvent une période de 2 à 3 ans. Ok, Ensuite, senior, consultant senior pour le coup, c'est 3 ans également. Manager, c'est 3 ans. Après, on va sur. En fait, ils ont changé, mais de mémoire, c'était senior manager après. Après, director, associate partner et partner. Donc, je dirais que pour arriver partner, tu as au moins une période d'à peu près 10 ans 10 pour ans, y arriver. Ouais. ok. Et l'évolution est systématique chaque année? Bien sûr que non. Ce serait trop beau. Donc, je dirais que c'est vraiment en fonction des performances Ouais, dans, des performances en mission, également de ton engagement dans l'équipe, dans tout ce qui est activité interne, ouais. propale, Projet interne. Ouais. tout à fait. Et à un moment, je pense aussi qu'il y a beaucoup de politique. On arrive par exemple à senior manager, c'est beaucoup de politique. Et c'est plus toujours, en fait, les passages sont plus toujours aussi Systématique. transparents. Ouais. Ouais, en fait, effectivement, ça reste un cabinet, donc je crois que c'est très similaire en audit. Moi aussi, Ouais. je suis un cabinet où là, tu as un minimum qu'on te demande à fournir. Si tu fournis ce minimum, généralement, tu passes, surtout que il y a plus ou moins de la croissance, donc il y a des besoins aussi. Mhm. Donc, enfin, je veux dire, tu n'es pas forcément dans une situation où il y a peu de place. D'accord, ouais. Ce qui fait que dès que tu fournis ce minimum qu'on te demande en termes d'objectifs, systématiquement tu passes, mais après, à des grades de manager, enfin, à partir du grade de manager, ça devient un peu plus compliqué. Ouais, je vois ce Parce que que tu veux dire. j'imagine, on est ici, on est également sur une architecture sur un organigramme en pyramide. Oui, tout à fait. Je dirais qu'il y a beaucoup de demandes pour très peu de Ouais, place et du coup, les places se valent très cher. et ben, ça se passe cher. Ok, ça marche. Donc, c'est qui tes interlocuteurs chez EY Partners, enfin, que ce soit en interne, vu que on est tu es dans un cabinet, que Oui. ce soit en interne ou alors en externe quand tu vas voir le client. Est-ce qu'en externe, je sais pas, tu parles directement au DG des boîtes pour lesquelles tu travailles ou alors il y a des étapes intermédiaires? Oui, alors, je dirais en interne, c'est toujours en fonction des projets. Je pense que quand tu es junior, tu es beaucoup plus rattaché au senior, consultant senior ou manager sur Ouais, les projets. Moi, avec mon passage senior, j'ai été beaucoup plus sur un projet vraiment confronté directement à l'associé. Et là, le ok, challenge est vraiment différent parce que tu as une forte exposition sur le dossier, ouais, il demande beaucoup plus. Et donc, tu te rends compte que junior, c'est autre chose en fait. Donc ça, c'est vraiment en interne. En externe, je dirais que toujours en fonction du projet, tu aurais sur des due diligence, tu interagis beaucoup plus avec des fonds d'investissement tels que Ardian, KKR, ça ce sont des fonds en fait sur les transactions, en fait, je parle beaucoup de transactions parce que j'ai fait beaucoup de transactions conseil en stratégie. ok, Donc, sur les transactions, soit c'est vraiment des entreprises corporate, et là, tu vas vraiment travailler avec direction M&A des entreprises et souvent les CEO. Sinon, CEO, directeur général, bien oui, sûr. Et sinon, avec les fonds, c'est beaucoup plus, je dirais que ce serait l'équivalent d'un manager ou d'un directeur. Je n'ai pas encore eu à travailler avec le CEO d'un fonds. oui. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a cette exposition, tu travailles vraiment avec les directeurs. Moi, ma première mission chez un assureur, j'ai été confronté directement à discuter avec le directeur général. C'est quand même assez stimulant. Hmm. Parce que j'imagine quand tu as ces personnes en face, généralement, ce sont des personnes qui sont quand même très Ouais. bons dans ce que tu vas leur présenter. Enfin, Ça doit frôler la perfection. exactement, Tout enfin, à tu fait. parles, enfin, difficilement tu peux réussir à blablater un truc et les entuber quoi, entre Ouais, guillemets. tout à fait. Ok. C'est ça. Donc du coup, d'où l'intérêt de bien faire ce travail d'analyse dont tu parlais au début. Oui, d'analyse. Après, je pense aussi que le manager aussi décide à un moment
s'ils sentent que tu es vraiment capable d'être exposé ou pas. Ouais. Parce qu'il y a également cette problématique de confiance en soi et Mm. de vraiment communiquer avec le client et le rassurer. Donc, je pense que c'est vraiment sur le manager. Il faut savoir si la personne est prête à jouer ce rôle ou pas. Ok. Donc là, j'imagine, comme un audit, et peut-être même plus, il y a beaucoup de relationnel dans le métier. Ouais. Il faut savoir discuter avec, enfin, comme tu as dit, mettre en confiance le client, Oui, discuter avec lui. tout à fait. Et en fait, moi, c'est vraiment un point aujourd'hui que j'apprécie en conseil en stratégie et c'est pour ça que je ne me vois pas encore partir. Ok. Ouais. Ok, ça marche. C'est quoi ta journée, enfin, s'il y en a une journée type pour, je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, peut-être veulent savoir concrètement quand tu as ce que tu fais au quotidien en tant que consultant, peut-être junior et après senior. Oui. C'est quoi ta journée type? Tu arrives à quelle heure? Tu fais quoi? Tu travailles sur plusieurs projets en même temps? Parle-nous un peu de ton quotidien. De mon quotidien. Alors, je pourrais te parler d'un projet que j'ai fait dernièrement. On était chez une étudiante, ça pointe en fait un fonds canadien qui nous a contactés parce qu'elle voulait racheter une entité d'assurance en France. Enfin, ouais. Ma journée quotidienne, bon, ça va faire un peu peur. Je On est là pour avoir toutes les infos. Hein. Alors, le matin, ça commençait à 8h30, 8h45. C'était en fait un check-in où en fait on se retrouve toute l'équipe en état à distance. C'était à cause de la crise sanitaire. Ouais. Donc, on fait un check-in où la réunion, c'est vraiment de définir le plan d'action de la journée. Donc, c'était de 8h45 à souvent 9h30. De toute la journée, c'est vraiment des analyses et des revues de marché. Il y a également souvent des réunions avec des experts pour mieux comprendre le marché de l'assurance parce qu'on a aussi dû travailler sur le marché belge. Et étant en France, tu ne sais pas comment se passe l'assurance en Belgique. Donc, il y a vraiment ces réunions avec des experts qui te permettent en fait de comprendre le marché, de répondre aux problématiques du client. Et à la fin, en fin de journée, souvent à 18h, on avait un check-out où là, en fait, tu présentes les résultats de ton analyse. Il faut savoir que c'est du deal. On s'attend en une journée que tu aies produit au moins de 9h à 18h, 7 à 8 slides. Et c'est quand même beaucoup, je trouve. Donc, tu présentes à ton associé, à ton manager. Et à partir de là, à la fin, tu pries pour que ta to-do à la fin de la journée ne soit pas trop élevée. Trop chargé, c'est pour pouvoir finir à 23h. Sauf que sur ce projet-là, j'ai finissais pratiquement tous les jours à 2h, 3h du matin. Ah ouais. Ouais, c'était. C'est pas. Tu te la coules pas douce, quoi. Non, je me la coulais pas. Mais ça, je pense que c'est un projet un peu hard. Mais je dirais que de manière générale, tu as souvent les check-in, check-out. Mais à la fin de la journée, c'est autour de 20h, 21h. Dans le 8h30 à 20h, 21h. 9h, 9h30 à 21h. Mais là, ce projet, c'était quand même, je pense que je vais donner un exemple où c'était le plus hard quand même. Pendant 3 semaines, je viens tous les jours à 3h, ça pique. Ouais, dans en moyenne, tu fais quoi, 12 heures par jour, quoi. Ouais, à peu près. Et ça, enfin, ça c'est la moyenne. Et il peut arriver où tu finis à 2h, 3h du matin. C'est ça, mais il faut. Ah oui, le métier de consultant en stratégie, ça envoie fort là. Bah, écoute, ce sont des réalités qu'il faut savoir hein, avant de bien choisir sûr, ce effectivement, métier. on est là pour ça. Ah ok, ça marche. Enfin, justement, tu parles beaucoup en termes d'output, tu parles beaucoup de slides à produire. Ouais. Enfin, me dire, les slides là, ça sert à quoi? Pourquoi vous avez besoin de produire des slides? Ou alors, qu'est-ce que vous mettez dans ces slides là plutôt? Bah, en fait, pourquoi les slides? Parce que c'est vraiment la meilleure manière pour communiquer avec le client. C'est en fait, je trouve que faire une présentation PowerPoint, tu transmets l'information de manière assez synthétique et la plus fluide. Et souvent, c'est avec des graphes, des charts, des slides un peu style, on va dire très stylés, bien sharp et tout. Et en fait, même le client apprécie lire les slides. C'est pas comme un Word où tu as beaucoup de texte. Là, en fait, ce sont des slides que vous allez présenter par la suite tout à fait. Tout à fait. Au client. Ok. Mais le slide, ce n'est que le résultat. Mais du coup, en amont, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez sur quoi? Sur Excel? Vous utilisez des bases de données pour faire des recherches? Oui, alors on travaille beaucoup sur Excel. Bien sûr, les réunions, tu auras toujours les comptes rendus sur Word. Mais il y a beaucoup également de bases de données. Tu auras Zerfi pour tout ce qui est rapport sur la France. Tu auras des données comme Orbis, Capital IQ.
J'oubliais, en fait, tu auras vraiment S&P plutôt les peut-être. ouais, S&P, tu auras vraiment des bases pour obtenir de la donnée financière sur les entreprises. D'accord, ouais. Et après, tu auras tout ce qui est également major market pour avoir les historiques de transactions sur un marché en particulier. Donc, c'est vraiment ce genre de base sur laquelle on va dire, on se base, désolé de la répétition, pour vraiment faire nos analyses. Euh, ok, ça marche. Est-ce que vous avez des pauses café de temps en temps? J'imagine sur une journée de 12 heures, il faut quand même décompresser de temps en temps. Est-ce que vous en prenez, je sais pas, plusieurs fois? Vous avez des pauses Bah, café? alors avant la crise sanitaire, parce qu'il y a quand même eu un gros changement depuis Ouais, 2020, vu qu'on allait énormément, en tout cas moi j'allais énormément sur place, il y avait vraiment cette volonté de cohésion entre les équipes. ouais. Donc oui, il y avait des pauses déjeuner, bon c'était vraiment 1 heure de pause déjeuner. Après, tu avais souvent des petites pauses café, mais c'est max 2 dans la journée, le matin et souvent à 16 heures. Ouais. Et sinon après, on est vraiment dans le dur, quoi. Mais le soir, enfin, je prends le cas, tu me dis tu finis à 20 h 22 h. Oui, Il n'y a pas une pause où vous mangez. Enfin, j'imagine que vous avez mangé à midi. oui. Et du coup, vous tenez jusqu'à 22 h, ça va vous faire encore vous prendre un petit truc. Bah, alors, les dîners, bon, la politique du Wild Parthenon, c'est que quand tu finis après 20 h, tu as le droit d'avoir un dîner. Ouais, Bien sûr, tu peux le prendre sur place ou tu peux le prendre chez toi et c'est remboursé. Bon, quand on est vraiment en équipe, on peut manger sur place et en fait, on continue. Après, bien sûr, les journées où c'est un peu plus light, on peut se permettre également de faire des after-work. Et ouais. ça, c'est vraiment intéressant pour la cohésion. Ok, ok, ça marche. Ce rythme-là de 8 h, 8 à 9 h à peu près, jusqu'à 22 h en moyenne, Mm. tu le fais tout le temps sur l'année ou bien à des périodes? Est-ce que c'est une activité cyclique, le conseil en stratégie? Ou alors tu pars une année où tout le temps tu taffes comme ça? Alors, sur pratiquement mes 3 ans, je dirais que ma première année, c'était très souvent ça. Pratiquement sur toute l'année, j'ai dû finir à 20 h, 21 h. Après, je pense que plus le temps passe et tu te permets également de finir plus, tu te permets de mieux organiser ta journée, vu que tu deviens autonome pour Ouais, finir un peu plus tôt. Donc, en somme, lorsqu'il y a des projets un peu complexes ou moindres, je vais dire c'est 20 h jusqu'à on ne sait pas quelle heure. Mais quand tu es vraiment en période où tu es intercontrat, tu peux finir à 18-9 h. Donc, c'est pas toujours le cas d'être en intercontrat, mais tu peux te permettre quand même des fois aussi de finir à 19 h, 18 h 30. Ouais. ok. Intercontrat, c'est lorsque Entre quand tu as fini une mission et que tu attends d'être staffé sur une sur autre. une autre mission. Ok. Donc, enfin, là, clairement, vous dépendez, en tout cas, le niveau d'activité dépend vraiment du fait enfin, qu'il y a des besoins sur une mission ou pas. C'est ça. Et Donc, surtout s'il y a des missions ou s'il y a des pas. missions ou pas, ouais. Donc, vous pouvez, enfin, il peut passer des mois où il n'y a pas de mission et là, tu as Ouais. des contrats et là, du coup, l'activité est moins dense et tu finis plus tôt, quoi. Ouais, comme enfin, en 2020 à cause du Covid, je sais qu'il y a eu 2 mois où il y avait quand même une grosse phase de baisse d'activité. Et D'activité, ouais. là, c'était beaucoup de propositions commerciales, donc vraiment de l'activité en interne où tu Ouais. définis des documents qui vont être Ok, pitchés pour de nouveaux projets et ça te permettait de finir plus tôt, quoi. ok, ok, ça marche. Bah, c'est très clair. Pour pouvoir être consultant en stratégie, est-ce qu'il y a des prérequis? En France, dans Chine, enfin, comment on dit, est-ce qu'il y a des prérequis? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme base pour facilement s'intégrer dans les équipes? Alors, je vais te donner, moi, de mon point de vue, je pense qu'il est important, si tu veux vraiment cibler les cabinets Tier 1, Tier 2, dont c'est vraiment le haut du panier, Ouais, en termes de formation, sortie d'une grande école de commerce ou d'une grande école d'ingénieur, c'est important. Beaucoup même vont te demander d'être dans le top 5, certaines vont te demander le top 3 dans les les parisiennes, parisiennes. donc HEC, FC, ESCP et les SEC. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Après, tu as aussi les decks, EM Lyon, c'est possible. Ouais, Donc ça, c'est vraiment tes informations. Les cabinets d'ingénieurs, ce sera, on va aussi dire, les grosses parisiennes. ouais. Et donc ça, c'est vraiment l'information. En termes, est-ce qu'il faut un master particulier pour le faire? Non, parce que il y a des personnes qui ont fait des stages en marketing qui se retrouvent en conseil en stratégie, d'autres qui ont fait même des masters sport-études qui sont en stratégie. Et il y a même encore d'autres cas, des anciens médecins ou des pharmaciens
qui sont en conseil en strat. Donc c'est assez ouvert, mais le vrai prérequis, c'est la formation et également, je dirais, de vraiment beaucoup travailler pour les entretiens. Parce que finalement, dans des entretiens, c'est un peu particulier. Tu auras bien sûr, comme tout entretien, la partie motivation, Ouais. mais tu as aussi une partie technique où c'est un cas où on te pose une problématique, on attend de toi que tu sois capable de trouver des solutions. Et donc, l'idée, c'est vraiment de beaucoup travailler dessus, de développer ta curiosité intellectuelle sur différents secteurs, sur Ouais. différentes problématiques. Et Ok. là, c'est vraiment le côté qui te fera une plus-value par rapport à un autre. Je pense qu'après, sur une émission, en vrai, tu apprends vraiment sur le projet. Ok. Tu es quand même beaucoup formé, les cabinets mettent Ouais. beaucoup d'investissement dans la formation. Donc, le prérequis, je dirais, ton cursus, des stages quand même assez intéressants. Et après, être capable en entretien de donner la conviction que tu es une tête bien faite, tu es assez bien structuré. Et surtout, tu es motivé pour le métier, pour un métier Ok. qui est quand même assez exigeant. Exigeant, effectivement. Ok. Enfin, moi, je voyais, enfin, pendant que tu présentais, il faut aussi être bon sur PowerPoint, par exemple. Ouais. Vu que c'est votre principal outil de rendu. Bah bon, Ou alors, pas forcément. pas C'est quoi forcément. ton. Je pense que quand j'ai commencé, j'étais pas assez bon. Hmm. Même aujourd'hui, je pense que j'apprends encore. Et tu es vraiment formé. Donc, c'est vraiment grâce à la formation et que tu développes des skills. Et en tout cas, certains cabinets ont même des interfaces sur PowerPoint avec des outils qui en fait te permettent de produire plus vite. Donc, D'accord. finalement, ça aide beaucoup Hmm. dans la production. Impression. Ok. Ça marche. Euh, Est-ce que le métier de consultant est un métier de niche? Enfin, comme tu l'as dit, on a souvent l'impression que c'est un métier un peu d'élite. Un Oui, peu, enfin, en tout cas, c'est l'image qu'on peut avoir à tort, à raison, je sais pas. oui. Hum, Du coup, est-ce que véritablement c'est un métier de niche où on limite le nombre de personnes qui font ou alors on limite l'accès à ces cabinets-là qui proposent ce type de prestations? Le conseil en stratégie, je pense en toute honnêteté que c'est un métier de niche. En fait, t'as énormément de demandes et tu as très peu d'offres. En fait, tu as très peu de place. Ok. Donc, c'est vraiment, je pense que pour avoir fait le M&A, le conseil en stratégie, l'avantage du conseil en stratégie, c'est que tu auras des entretiens. En fait, tu as plus de chances d'avoir des entretiens. Mais en fait, le Saint Graal, l'offre derrière, le pourcentage de réussite est tellement plus faible qu'en M&A. Hum. Enfin, quand tu présentes un réussite, c'est pourcentage d'être accepté. À la fin, ouais. Ok. Mais moi, il y a ça, mais je parle aussi des besoins des clients. Est-ce qu'il y a vraiment peu de personnes, ou alors peu de cabinets, peu de ressources en cabinet de façon générale, que ce soit Mhm. EY, et en face énormément de personnes qui ont besoin des prestations de consulting en stratégie. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes en fait, d'entreprises qui aimeraient avoir une expertise en conseil. Après, je pense que quand tu regardes le pan conseil les cabinets de conseil en stratégie, tu n'auras pas énormément de place et il y a énormément, surtout les jeunes diplômés qui veulent le faire. Mais pourquoi tu n'as pas énormément de place? C'est parce que les cabinets facturent énormément. Si je prends un cabinet comme bon, EY Parthenon Plus, très souvent la semaine en fonction des projets, c'est entre 50 000 et 150 000. Tu vois. Ah oui. Donc si tu mets 4 personnes dessus, en fait, tu augmentes tes honoraires. Donc en fait, on a besoin, en fait, les projets, ils ont besoin il faut qu'un projet soit délivré à 3 ou 4 personnes. Et donc, du coup, ça limite les places dans les capacités dans les cabinets. Mm. Si tu cherches plus, par exemple, si tu fais des cabinets de management ou de transport, ils sont beaucoup plus nombreux et souvent sur les missions, ils sont une dizaine. Alors qu'en conseil en strat, on veut peu de personnes, mais qui sont capables de délivrer des projets avec une forte plus-value. Forte plus-value. Ok. Ok, ça marche. Du coup, si on reste dans cette idée, est-ce que tu comprends l'engouement, alors l'attrait de ce métier-là pour les jeunes diplômés? Enfin, Oui, par rapport à d'autres, par exemple, je sais qu'il y a enfin, les gens sont de moins en moins enclins à faire de l'audit, ils visent beaucoup plus ces métiers-là qui sont effectivement, comme tu dis, à plus forte valeur ajoutée pour les raisons, plus-value plutôt pour les raisons que tu as données. Mais qu'est-ce qui explique justement? Est-ce que c'est vraiment juste cet aspect euh, gain, oui. salaire, j'imagine, qui est aussi conséquent, ou alors il y a d'autres éléments qui influencent? Je pense qu'il y aurait plusieurs éléments, peut-être trois ou quatre. La première, vraiment, pour beaucoup, je pense que c'est le salaire, donc l'attractivité de l'offre. Oui. Les salaires, comme sont quand même assez
même en jeune diplômé, les salaires sont quand même assez conséquents par rapport à de l'audit ou autre métier. Le deuxième élément, c'est également l'attractivité des missions. Tu es sur des problématiques assez diverses et surtout, tu te sens challengé et tu travailles avec des personnes, comme tu disais, des directeurs en face, donc assez smart et ça te Ouais. donne envie de te dépasser. Et je dirais que le troisième point, c'est vraiment les opportunités à l'international. La plupart des cabinets de conseil en stratégie te proposent de faire des projets à l'international et c'est vraiment intéressant pour toi de te développer ou développer même ton réseau international. Donc je pense qu'il y a vraiment cet engouement. Et le dernier point peut-être, ce serait contrairement à M&A, tu finis moins tard qu'en M&A. Ah, Tu dans travailles, M&A, c'est c'est encore encore... plus élevé. Ah, d'accord. Donc je pense que finalement c'est le bon compromis. Ok, ok, ça marche. Ok. On va maintenant passer la partie les bons et mauvais côtés du Ok, métier. On en a parlé un peu, on va essayer d'en citer quelques-uns. d'accord. Donc, on commence par les bons côtés. C'est quoi les bons côtés de ton métier? Les bons côtés du métier, de mon point de vue, il y a la diversité des missions, Ouais. des secteurs, tu apprends au quotidien, tu apprends tous les jours. Deux, l'environnement de travail où tu travailles vraiment avec des personnes smart et tu as des outils qui te permettent vraiment de comprendre, en fait, de développer une curiosité intellectuelle et même de te former toi-même. Et je dirais qu'il y a aussi le salaire. Ça, il faut pas s'oublier, c'est vraiment le salaire, c'est hyper important. Je pense qu'à un moment, ça devient même souvent un sujet réel. D'accord. Ah, c'est très beau avantage. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'imagine que l'herbe n'est pas totalement verte parce Bien qu'il y a sûr. d'autres inconvénients en face. Les inconvénients, c'est, je dirais, la rigueur. En fait, dans les cabinets de consensus, il y a énormément de rigueur à exiger, de performance. Il y a donc beaucoup de stress. En deux, je pense que c'est le caractère également, je dirais quoi, les horaires. Les horaires, c'est vraiment Ouais, les horaires. conséquent. Ouais. Et du coup, tu peux te retrouver à avoir un impact quand tu mets du stress, l'exigence et les horaires. Le gros impact, c'est sur ta santé. Je pense Ouais. que c'est vraiment ça le gros désavantage, c'est que finalement, à un moment, ton work balance entre vie pro et perso, ça penche trop du côté pro et tu peux te retrouver à ne plus avoir de vie personnelle, quoi. Personne. Ok. Ça me fait ça me fait passer sur la partie débouché. Ok? Lorsque tu as des bons et mauvais côtés comme ça, comme tu l'as dit, ça peut avoir un impact. Du coup, j'imagine certains qui ne font pas ça toute leur vie. Ouais. Du coup, quels sont les débouchés possibles après avoir fait, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme tu veux, en Ok. conseil en stratégie? Comment est-ce que tu peux rebondir ailleurs, j'imagine, dans un poste plus calme, si je dis ça comme Ouais, je ça, suis d'accord. si c'est possible? Non, mais c'est tout à fait possible. Je pense que les voies les plus classiques, c'est soit aller dans des entreprises, donc soit dans les directions stratégie ou financières même des entreprises, Ok. ou éventuellement dans les fonds d'investissement où tu arrives souvent au grade manager, donc tu te retrouves de l'autre côté. Ouais. Maintenant, c'est toi qui Ouais. mandates les conseils, c'est toi qui Exactement. et toi, c'est toi qui fouette, tu vois. Ou éventuellement, c'est également rejoindre des startups. Ok. Après, tu auras des profils encore différents qui sont devenus eux-mêmes auto-entrepreneurs, donc c'est eux qui ont lancé leur startup Ouais. après. Et moi, je connais aussi d'autres qui ont allé sur tout autour, donc qui ont fait du conseil après, ils ont lancé plutôt une activité de boulangerie. Et ils ont Ah oui, fait, là, je pense, ouais, qui en ont eu marre du truc et Mm. qui se sont dit que non, en fait, c'est pas bon. Le point sur les startups, ça m'intéresse. Ce sont les startups dans quoi? Toujours en lien avec le conseil, toujours en lien avec la stratégie ou bien. Enfin, parce que moi, quand j'entends startup, je vois plus projet tech et autres. Oui, non, mais en ce moment, vu qu'il y a beaucoup en fait, il y a un engouement pour la tech, tu auras beaucoup de startups tech, pardon. Mm. Mais après, si tu regardes les grosses startups du moment, je sais plus si on va dire vraiment des startups genre Deliveroo, Uber Ouais, Eats, même Doctolib, ce sont vraiment plus. En fait, tu auras pas mal de gens qui viennent des cabinets des de cabinets. conseil. Ouais, ouais, Et effectivement. donc, voilà. Yes, yes. Ok, ça marche. On passe maintenant à la dernière partie, Ok. la rémunération, la reine. Oh, oui. Pour tous ceux qui nous entendent, c'est beau, il y a de bons côtés. Tu as parlé de la REM aussi comme élément important. Alors, oui, important, déterminant même pour savoir si c'est signe ou pas. Ouais. En termes de tranche, bien entendu, l'idée ce n'est pas d'avoir un montant précis du salaire Encore de heureux. Gaëtan ou alors de Encore n'importe heureux. qui d'autre. Le premier des tranches, peut-être aussi il y a l'aspect école qui, selon l'école dans laquelle tu as fait. Est-ce que tu mets des tranches de façon générale et si besoin, apporter précision.
à l'entrée, donc quand tu es junior, Ouais, et peut-être 5 ans plus tard, j'imagine, ça te donne côté de manager. manager. Ouais. Alors, déjà, je pense que cette année, tous les cabinets de conseil ont revu à la hausse leur grille Ouais. salariale. Donc, je pense, pour avoir moi-même fait un petit benchmark pour savoir ce que je vais aller sur la scène, en tout cas sur la scène parisienne. Ouais. Jeune diplômé aujourd'hui, entre les petits cabs et les gros cabs, je suis entre 40, je parle du fixe, hein. Oui. Je suis entre, de mémoire, 40 et 60 k. Ouais. Donc ça, c'est que le fixe. Et quand tu arrives à manager, de mémoire, les petits cabs sont autour de 80, 75, 80. Et les gros cabs, ça peut monter très vite à 150, 200. Ah oui, et ça, c'est en fixe. Ouais, ça, c'est en fixe. Ah oui, c'est pas mal, j'imagine. Et du coup, en variable, Les variables, jeune diplômé, tu sors autour de 5K, je pense. ok. Et manager, je sais que chez Bain, ça peut monter. Bain qui est là, je pense qu'aujourd'hui à Paris, c'est le cabinet de stratégie qui paye le plus et peut-être trop. Et je trouve que c'est peut-être trop. Je Ouais. pense que variable, je peux être entre 60 et 100K. Un manager. Ouais, Ah oui, effectivement, tu doubles ton fixe, quoi. c'est ça. Ah oui, effectivement, c'est très avantageux, c'est très intéressant comme tranche. Mais en tout cas, en face, enfin, il y a Il cette faut, rémunération, mais en face aussi, ouais, il faut prendre les réalités du il y métier. a des délivrables à fournir, il y a des contraintes à respecter, ainsi de suite. Il y a le stress. Comme tu nous l'as bien expliqué. Ok, bah là c'est très clair. Ok. On est arrivé à la fin de cette interview, donc déjà merci Gaëtan pour ces quelques minutes passées avec nous. J'espère que ça va donner plus de visibilité à ceux qui voudraient peut-être faire de la stratégie comme toi, alors d'autres J'espère métiers. Ils J'espère. comprendront mieux les réalités. Ouais, Tu as été très clair sur comment ça se passe au quotidien, chaque jour. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez été, enfin, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris beaucoup de ce que Gaëtan a pu vous donner comme retour d'expérience, laissez des pouces bleus, likez, abonnez-vous également à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.